Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de Kinesport, épisode numéro 2. Le sujet du jour, la cheville, clinique, urgence et accès direct. Nous avons ce soir 4 intervenants qui vont intervenir dans leurs disciplines respectives, à savoir la médecine, la kinésithérapie, l'imagerie, et on parlera du cadre juridique de la prise en charge de la cheville en première intention. Cette soirée va se réaliser de la sorte. Au départ, vous interviendrez chacun à votre tour et on s'accordera à la fin un temps de questions que l'on se posera et auquel vous répondrez, je l'espère, de la meilleure façon possible. Nous n'allons pas perdre de temps. Je vais donner la parole à Régis Boxelet, médecin de l'équipe de handball du PSG. Merci beaucoup Franck de m'avoir invité. On va effectivement parler de la cheville, plus particulièrement parce que c'est la plus fréquente de l'entorse latérale de la tibiotalienne, et avec un angle peut-être un petit peu surprenant, en fait, c'est celui de l'angle de ce qui se passe, quelle décision on prend sur le bord du terrain, voire même sur le terrain. Alors, parce que finalement, j'ai quelques notions d'anatomie, je connais parfaitement les antécédents de mes joueurs, je vois vaguement quelques signes cliniques. Sur l'imagerie, je sais facilement voir où se trouve une cheville, je connais parfaitement l'épidémiologie, je sais même faire des straps. Mais la question qui m'est posée à cet instant précis, c'est le joueur peut-il, oui ou non, reprendre le match, ou le joueur peut-il, oui ou non, reprendre l'entraînement? Et pour répondre à cette question, on va voir qu'on va essayer de simplifier pour prendre une décision, parce que cette décision, vous la comprenez, il faut la prendre très rapidement, 20 secondes, 30 secondes tout au plus, et évidemment, pas se tromper. Alors, la première question pour répondre à ça, c'est... Il suffit peut-être juste de demander au patient ce qu'il en pense. Si la réponse est non, la question est donc est-ce que tu peux jouer? Si la réponse est non, je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas forcer. Je pense qu'à ce moment-là, il faut que le joueur s'arrête pour 3 raisons. La première, c'est que d'aller contre l'avis d'un joueur, je pense que c'est prendre un risque, parce que s'il est contre ça, c'est qu'il va jouer avec appréhension, il va jouer avec le pied sur la pédale de frein, et il risque de se blesser autre chose. La deuxième chose, c'est que je suis persuadé que le sportif, quel que soit son niveau, n'est pas un patient comme les autres, et que finalement, il ressent bien mieux son corps, et il pourra dire assez finement si oui ou non il peut reprendre. Puis la troisième raison, qui n'a rien de médical mais plutôt relationnel, c'est que si jamais le patient, le sportif, vous a dit non, que vous le forcez à jouer et qu'il se blesse, vous allez en entendre parler pendant 6 mois, 1 an, et on vous le reprochera à juste titre. La réponse est non, no go, il arrête tout de suite. La réponse est oui, je peux jouer. Alors là, ça va poser un problème pour nous, parce que oui, peut jouer. Est-ce que finalement, il n'est pas pris dans l'adrénaline du match? On est en finale de la Champions League, il reste que 4-5 minutes à jouer. Lui, il veut reprendre, mais là, c'est notre devoir de faire notre métier et de confirmer si oui, il peut prendre, il peut rejouer ou pas. Et puis, un autre type de réponse qu'il peut nous apporter, c'est je ne sais pas. Puis finalement, fais ton boulot, doc, fais ton boulot kiné. C'est à toi, finalement, de me dire si je peux reprendre ou pas. Donc, on va arriver à si la réponse est oui ou si la réponse est je ne sais pas, à go, no go, est-ce que oui ou non je le laisse jouer. L'enjeu, il est de taille. Il est de taille parce que si vous vous trompez, si vous dites oui et qu'il a une lésion importante et qui va aggraver cette lésion, l'enjeu, il est de taille parce que vous le savez, dans ces histoires d'entorse de cheville, l'entorse de cheville en elle-même nous fait pas trop peur, mais le risque, il est de récidive. Il est la récidive, pardon. Quand on regarde dans les bibliographies, on parle d'un grade 2, on verra ce que c'est après, mais donc un grade plutôt mineur, on parle jusqu'à 30% de récidive. L'enjeu, il est important parce qu'effectivement, il faudra éviter l'instabilité séquelaire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. L'enjeu, il est primordial parce qu'il faudra éviter les douleurs résiduelles. Comment on peut imaginer qu'un sportif puisse jouer avec une douleur sur des appuis latéraux? Et puis, si on se projette dans 15, 20, 25 ans, eh ben, l'enjeu, il est important parce qu'il faudra éviter qu'il y ait des lésions chondrales, il faudra éviter d'aggraver des lésions chondrales avec un risque d'arthrose. Et aujourd'hui,
tous les Français, tous les sportifs, tous les patients peuvent quand même prétendre à l'âge de 50, 60 ans de pouvoir jouer avec leurs petits-enfants ou de faire de la randonnée entre copains sans grosse douleur sur l'arthrose. Donc pour toutes ces raisons, la décision qu'on va prendre go, no go est finalement très très importante. Alors, comment pas se tromper dans l'urgence? Je vous propose quelques petits moyens. La première règle, c'est la règle du bon sens. Si on regarde cette vidéo qu'on va peut-être voir à l'écran, si elle peut démarrer, c'est encore mieux. La règle du bon sens, c'est qu'effectivement, quand on voit ça, même si j'y connais pas grand-chose, on sent que ça sent mauvais, que probablement il y a autre chose que des ligaments, peut-être des arrachements osseux, peut-être des rétinaculums, j'en sais rien, mais globalement, évidemment, c'est du bon sens, ça sent mauvais et ça sera no-go, et c'est même pas la peine de demander l'avis au patient. Si je traduis ce bon sens en termes médicaux un chouïa plus scientifique, je dirais que effectivement, si j'entends que ça parle ou si je vois d'entendre parler de luxation, de subluxation, on arrête tout, c'est du bon sens. Je jette un coup d'œil sur la cheville de mon sportif. Si je vois qu'il y a la moindre déformation, je ne me pose même pas de questions. On arrête tout ça. Si le sportif ou si dans l'environnement proche du sportif, on a entendu un craquement, je ne pose pas de questions, je ne cherche même pas à philosopher, c'est non, ça sort tout de suite. Et puis évidemment, c'est peut-être l'évidence principale, si l'appui monopodal est impossible, la question ne se pose pas, on sort le joueur et on sera en situation de no-go. Si ça ne suffit pas, on va aller un petit peu plus loin. Je vous propose comme règle numéro 2, un tout petit peu d'anatomie fonctionnelle. Je pense que Grégory tirera plus loin dans ce domaine-là. Si on regarde comment est faite une cheville, il y a le ligament talofibulaire antérieur, là, qui est entouré en rouge, qui s'insère, alors pas tout à fait sur la pointe de la malléole externe, mais vraiment sur la partie antérieure de la malléole latérale, et qui va venir filer en avant et en bas sur le col du talus. Quand c'est un mécanisme en inversion, c'est le premier ligament qui va partir. Donc ça, c'est le ligament talofibulaire. Et puis si vous regardez, alors j'ai représenté maladroitement par une ligne pointillée sur la diapo un axe qui passerait par les deux malléoles, il suffit que j'ai juste en tête ça pour en déduire facilement, et c'est même pas la peine de l'apprendre par cœur, je vais en déduire facilement que si je fais une flexion plantaire, ce ligament va être en tension, et ça sera pour moi un testing, tu nous en parleras juste après. Si je mets le pied en inversion, je vais tendre ce ligament, ça fera partie d'un testing, et puis on pourrait imaginer, enfin plus qu'imaginer, c'est que si j'ai une rupture complète de ce ligament, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir un tiroir de mon astragale, de mon talus, sous le péroné et le tibia. Et on verra, s'il y a un truc à retenir, c'est effectivement cette histoire de tiroir, on verra juste après. Deuxième ligament fondamental, c'est le calcanéofibulaire, qui est un petit peu plus long que le talofibulaire. Son insertion effectivement elle est sur le ventre de la malléole, un petit peu dans sa partie antérieure, et son insertion distale fait sur la face latérale du calcanéum. Et là, on regarde aussi, on comprend très très bien avec ce petit schéma, toujours pareil, si je veux faire le testing, il suffit juste que j'ai ce schéma-là et j'ai tout en tête, tout vient facilement. Là, cette fois-ci, c'est en dorsiflexion que je vais mettre en tension. Et quand je mettrai en varus pur de l'arrière-pied, je vais le mettre en tension. Et on y reviendra juste après. On a du bon sens, on a un chouïa d'anatomie. Je vous propose maintenant un tout petit peu de réflexion. Peut-être que sur le tableau qu'on va voir, c'est peut-être finalement la seule chose qu'il faut apprendre quasi par cœur, c'est comment on classe une entorse de cheville. Alors le grade 1, il est tout simple, c'est le ligament talofibulaire antérieur qui est lésé, mais de manière partielle. Dans le grade 1, le ligament calcanéofibulaire est parfait. On en déduit quoi? Pas la peine de faire de la palpation, tout ça. Non, on est sur le bord du terrain, il faut aller vite. On en déduit quoi? C'est que dans le cas d'un grade 1, je n'ai pas de tiroir, parce que j'ai une atteinte partielle, donc j'ai encore une bonne efficience de mon ligament talofibulaire antérieur. Et j'ai évidemment sur le varus forcé, peut-être que j'ai une douleur, mais je m'en fiche. En tout cas, je n'ai pas de laxité, ce qui me signe un ligament calcanéofibulaire. Ça, c'est le grade 1. Je passe au grade 2, vous voyez, tout ça, ça va très vite, et je vais faire les mêmes tests. Le grade 2, c'est le ligament talofibulaire, cette fois-ci, qui est inefficient de manière complète, et un calcanéofibulaire en place. Conséquence, je vais avoir cette fois-ci un tiroir, ok, on l'a vu tout à l'heure, et je vais avoir un varus forcier de l'arrière-pied qui est tout le temps négatif. Je passe au grade 3, cette fois-ci, on a tout le temps forcément le ligament talofibulaire antérieur qui est complètement lésé, mais cette fois-ci, le ligament calcanéofibulaire, il est aussi également lésé. Conséquence, je vais toujours avoir mon tiroir, et cette fois-ci, je vais avoir un varus forcé. Et puis, il y a le grade 3+, qui est un petit peu la même chose que le 3, mais sauf qu'en plus, j'ai une fracture. Vous faites attention, dans la dernière pastille en bas à droite, c'est bien tiroir positif et varus forcé positif, puisque j'ai le ligament calcanéofibulaire qui est pas bon.
J'ai fait juste 2 tests cliniques et je peux déjà en déduire que quand je suis en grade 3 ou 3+, c'est un no-go. Je ne sais pas si on peut revenir sur la petite anatomie du ligament calcanéo-fibulaire, si on peut revenir facilement dessus. Non? Bon, peu importe, Jérôme, tu en reparleras. Le calcanéo-fibulaire, quand il est atteint, c'est méfiance, warning, puisqu'en fait, c'est un ligament qui va intéresser 2 articulations, la sous-talienne et puis la tibiotalienne. Donc c'est pour ça qu'en fait, voilà, on le voit très très bien, le calcanéo-fibulaire, vous voyez, qui vient cravater le talus entre deux, et donc être responsable, maintenir les 2 articulations. Donc ça veut dire que quand on a une lésion complète de ce ligament, c'est warning, c'est un grade 3, et on arrête tout, parce que là, il y a forcément un gros risque d'instabilité. On avance, puisque grade 3, grade 3+, on arrête tout, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est un grade 1 ou quand c'est un grade 2 ? On va essayer de pousser un petit peu plus loin, on va se poser la question de savoir est-ce que oui ou non il y a une fracture. Alors comment savoir sur un terrain en moins de 30 secondes s'il y a une fracture ou pas, sachant que Jérôme Renoux n'est pas à côté de nous et il n'est pas venu avec son IRM portable. Donc comment répondre à cette question sur le terrain? Je pense qu'on y reviendra après, mais il y a ce qu'on appelle les critères d'Ottawa. Alors ce qui est surprenant, pour la petite histoire, c'est que les critères d'Ottawa, ça fait quasi 30 ans qu'ils ont été inventés. Et au début, ce n'était pas du tout pour le monde sportif, ça n'avait rien à voir. C'était juste de comment faire des économies et permettre aux médecins généralistes de ne pas demander systématiquement des radios à toutes les entorses de cheville. Donc on était très très loin du monde du sport. Et que se disent ces critères d'Ottawa? Ils disent qu'il y a une suspicion de fracture, donc oui, il faut faire une radio. Si le patient a plus de 55 ans, on peut imaginer une ostéopénie, une ostéoporose qui fragilise l'os, c'est pour ça qu'on parle de ces 55 ans. Un autre argument, c'est de dire, si mon sportif est incapable de faire plus de 4 pas, à ce moment-là, il y a un risque de fracture et on fera des radios. Et puis, on va peut-être regarder sur l'Ottawa, sur le schéma avec les pieds. On va s'intéresser cette fois-ci, voilà, on les a, on va s'intéresser cette fois-ci à la palpation. Sur la cheville de gauche, on est sur la face externe. Et on va venir palper, essayer de chercher une douleur sur les 6 derniers centimètres de la fibula. Et vous voyez que c'est... Pour être précis, c'est les 6 derniers centimètres, c'est ce que je viens de dire, mais c'est sur la partie toute postérieure, puisque en devant, j'ai mes 2 ligaments de la cheville, donc j'aurai mal, donc ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment, est-ce que j'ai une douleur? Oui, non, sur la partie postérieure des 6 derniers centimètres de la fibula. Puis sur la face externe, il y a un autre endroit qu'on va venir palper, c'est la base du 5e méta, sur lequel en fait s'insère le tendon court fibulaire et qui peut venir effectivement facilement arracher. On va passer sur la face interne, on va avoir le même raisonnement sur les 10 derniers centimètres, cette fois-ci du tibia, toujours sur la partie postérieure, et puis en miroir de ma base du 5e méta, je vais avoir l'os naviculaire, sur lequel s'insère le tibial postérieur. Évidemment, si j'ai une suspicion de fracture, je ferai la radio, on verra ce que je ferai après, mais évidemment, on arrête tout et c'est no-go. Si on fait la synthèse, est-ce que tu veux, oui ou non, jouer? Non, je ne veux pas jouer, no-go. La règle du bon sens, est-ce qu'il y a des déformations, des luxations, des craquements? Oui, il y en a, on ne se pose pas de questions, ça sort. On a un varus de l'arrière-pied qui nous signe un grade 3 par une lésion du calcanéo-fibulaire, on sort. Ottawa positif, c'est-à-dire j'ai une suspicion de fracture, on sort. Mais non, il ne nous reste plus que 2 choses. Il nous reste à discuter du grade 1 et du grade 2. Alors, c'est là que les choses se compliquent, c'est là qu'il faut faire le bon choix. Je pense que, en tout cas, pour ma part, on va tenter le coup. On va se dire, écoutez, oui, finalement, tu es sportif de haut niveau, un grade 1, ça peut jouer, on ne prend pas d'énormes risques. Mais avant de me ridiculiser, si jamais je me suis trompé, je vais d'abord essayer de voir si le sportif peut jouer. Alors pour ça, ça n'a rien de scientifique, mais on va essayer de faire un sprint sur 10 appuis, en me disant s'il n'est même pas capable de sprinter sur 10 appuis, c'est pas la peine qu'il retourne sur le terrain. On va lui demander de faire quelques sauts en zigzag pour tester les appuis latéraux. On va lui demander de faire des squats qui vont nous permettre de voir si on peut avoir une flexion dorsale de la tibia astragalienne, et puis des sautillements avec des sauts monopodaux. Si à partir de là, le patient peut les faire, si la douleur est acceptable, un coup de bombe de froid magique, un coup de strap peut-être mieux fait que celui qu'on voit, parce que là, il ne va pas aller très très loin, et puis go. Et je pense qu'avec ça, on ne prend pas énormément de risques à le faire jouer.
Et puis, évidemment, on est en médecine du sport, il y a quand même des choses qui doivent nous titiller, des warnings. La fracture, on en a déjà parlé, on verra avec Jérôme ce qu'il y a lieu de faire en première intention, radio, scanner, IRM. Et puis, il y a l'histoire de la syndesmose. La syndesmose, c'est, à mon sens, un piège, parce que le sportif se présentera comme une entorse de cheville. Et voire même une entorse de cheville, quand cliniquement je l'examine, il n'y a pas le feu, quoi. Il n'y a pas le feu parce qu'une entorse de cheville, je vais me mettre sur le ligament talofibulaire et vous voyez qu'il n'est pas concerné par la syndesmose, donc tout va bien. Le calcanéo-fibulaire, tout va bien. Et donc, si je fais mes petits tests de varus, tout ça, ben, tout va bien. C'est un petit gradin, il rejoue. C'est pas si simple que ça. Si on s'intéresse à la syndesmose, on peut peut-être mettre la diapositive précédente. Donc on a le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, le tibio-fibulaire postéro-inférieur. On a également le ligament interosseux, donc entre le tibia et le péroné, et qui est doublé par le ligament tibio-fibulaire transverse. Le souci de la syndesmose, alors je pense que si vous suspectez une syndesmose, ne vous prenez pas la tête, ça sort. C'est trop compliqué et vous allez comprendre pourquoi les conséquences peuvent être vraiment dramatiques, surtout si on passe à côté. Parce que cette mortaise, cette pince, la syndesmose, c'est effectivement tous ces ligaments permettent de maintenir cette pince. Si elle n'est pas bonne, on va avoir une laxité, et si elle n'est pas bien prise en charge, ça va être une laxité à vie potentiellement difficilement rattrapable. On en parlera peut-être après, parce que là on n'est plus sur le bord du terrain. Moi, enfin, on verra ce que vous en pensez, Jérôme, mais moi c'est sûr que sur une syndesmose, je vais m'intéresser au ligament tibio-fibulaire antérieur. J'accepte qu'il soit rompu. Et très vite, ma deuxième question va être, est-ce que tu peux me donner l'état, et très précisément, du ligament, cette fois-ci postérieur? Et si le ligament postérieur est atteint, alors probablement, je suis sûr en tout cas qu'il va y avoir probablement un diastasis, probablement que le ligament interosseux va être touché, et en tout cas là c'est grave, et ça demande au moins, je pense, l'avis à un chirurgien. Un petit truc peut-être clinique pour savoir si je suis dans une torse classique de cheville ou dans le syndesmose, c'est que dans la syndesmose, les signes, on le voit bien on le devine bien sur l'anatomie, vont être au-dessus de la ligne tibio-talienne. Alors qu'une entorse de cheville, on va être en dessous. C'est ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Et ce qui doit mettre la puce à l'oreille aussi, c'est si vous avez la possibilité de demander quel a été le traumatisme, ça va être plus un traumatisme en rotation externe du pied plutôt qu'une inversion. Si je reviens au warning avec la syndesmose, que je sais que vous en parlerez, Jérôme, il y a évidemment l'atteinte du ligament deltoïdien, auquel il faudra faire attention, les lésions du tendon fibulaire, les lésions du tendon calcanéen, vous nous en parlerez. Ce qui est certain, c'est que dans l'entorse de cheville, et je ne dis pas ça parce qu'on est kiné-sport, c'est une certitude, la kiné est primordiale, et contrairement à ce qu'on faisait avant, la kiné doit être commencée le plus tôt possible. Avant, on ne se posait pas toutes ces questions. Il y a 15-20 ans, quand je dis avant, c'est pas il y a 150 ans, il y a 15-20 ans, une entorse de cheville, même grade 1, grade 1, 2, c'était 3 semaines d'immobilisation avec une résine, donc on prenait 0 risque, et puis après, c'était de la kiné. Ça, c'est une hérésie, on ne peut plus faire ça. La kiné doit commencer le plus rapidement possible, donc ça impose un diagnostic rapide. Voilà. Merci Régis. En toute objectivité, je retiendrai donc que le kiné a un rôle primordial. Ça vous arrange de dire ça. Mais je retiendrai d'autres termes. Merci, on sent l'expérience pratique extrêmement enrichissante, l'anatomie, la clinique, la réflexion, mais la médecine, c'est avant tout du bon sens. Cela dit, on a besoin d'outils complémentaires et d'outils spécifiques et très précieux. Et on va donc parler désormais avec le docteur Jérôme Renou d'imagerie, si tu veux bien. Merci pour votre invitation. Alors, oui, il est temps de parler de l'imagerie. Et vous l'aurez compris, on arrive principalement sur les patients qui sont en no-go, ceux qui n'ont pas pu rejouer. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, on a parlé d'entorse, et c'est vrai que c'est de loin le traumatisme le plus fréquent. On a plus de 6000 cas par jour en France. Ce sont les traumatismes articulaires. On a toujours en tête les traumatismes osseux, dont les fractures, et c'est le point des fameux critères d'Ottawa. Il y a aussi les anomalies tendineuses, dont Régis nous a un petit peu parlé, et je pense qu'on va essayer de faire le focus sur un point particulier. Alors vous voyez la cheville, ici, c'est finalement 6 os, vous prenez le tibia, la fibula, le talus, le calcanéus,
le cuboïde et le naviculaire. Ces 6 os déterminent 4 articulations. Et donc, la cheville, ce n'est pas une articulation, ce sont 4 articulations qu'il faudra explorer cliniquement et en imagerie. Voilà. On a une petite animation, ça tourne. On va passer donc à la suivante pour effectivement voir que Ottawa est toujours en vie, on l'utilise encore, ça a été revalidé par la littérature et on a toujours ces critères qui sont encore utilisés au jour le jour, que ce soit en France, en Amérique du Nord ou ailleurs. Je ne reviens pas dessus. Voilà ce sur quoi on peut tomber lorsqu'on fait les radiographies de quelqu'un qui avait des critères d'Ottawa positifs. Alors, on va la voir, voilà, un exemple de fracture bimalléolaire. Vous voyez très bien la fracture de la malléole médiale, la fracture de la fibula, et ici les critères d'Ottawa devaient être vraiment fortement positifs. On va regarder sur la radio suivante. Là, vous voyez, on peut aussi rechercher, plus que des lésions osseuses, des lésions ostéocartilagineuses. On voit sur la partie latérale du dôme thalien un fragment qui s'est libéré dans l'articulation et surtout, ce qui nous intéresse particulièrement, ce fameux diastasis qui signe l'atteinte de la syndesmose tibiofibulaire et qui donc va orienter le patient vers très probablement une prise en charge chirurgicale. Sur la radiographie suivante, vous avez la fameuse fracture du 5e métatarsien, encore plus connue depuis que ça a été médiatisé. Là aussi, ça rend toute poursuite du sport complètement impossible et il est absolument indispensable d'avoir une prise en charge spécifique. Passons maintenant à la suite. Voilà. Et vous avez vu, chez les cliniciens comme chez les radiologues, les atteintes de la syndesmose, c'est une obsession. Parce que ça fait partie de ces entorses à côté desquelles on passe et dont le pronostic est absolument redoutable. L'anatomie, on revient très vite dessus. Donc vous avez en bas le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, le ligament inférieur. En haut, une membrane interosseuse qui est doublée par un ligament interosseux que l'on voit un tout petit peu plus haut. Et sur la diapo suivante, avec la vue postérieure, vous avez le ligament tibiofibulaire postéro-inférieur dont l'atteinte va effectivement signer les atteintes graves de la syndesmose tibiofibulaire. Alors, diapo suivante. Ces entorses tibiofibulaires distales ne sont pas si rares. Dans les dernières séries, ça représente dans la population générale 12% des entorses de cheville. C'est déjà énorme. Si vous prenez les sports de contact, on arrive à 25%. Et lorsqu'on prend des sous-catégories, comme par exemple le judo, on monte jusqu'à 50% dans les petites séries d'entorses tibiofibulaires distales. Il faut vraiment l'avoir en tête en permanence. Alors, heureusement, la plupart de ces entorses sont bénignes. Il s'agit de lésions partielles du faisceau antérieur, le fameux ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Mais il y a aussi des formes graves. Et la conséquence des formes graves, comme sur l'exemple que vous voyez sur l'écran, c'est que ce diastasis, cette perte de compétence de la mortaise, va décaler le tibia par rapport au dôme thalien, augmenter la charge au centimètre carré et provoquer l'apparition d'une arthropathie dégénérative, donc d'une arthrose, mais très rapidement. Vous avez un joueur qui était bien classé qui, en 18 mois, va développer une arthrose et sera gêné dans sa vie quotidienne. Donc méfiance, il est absolument indispensable de les dépister extrêmement tôt. Alors, diapo suivante. Voici le mécanisme. Regardez, c'est cette fameuse rotation externe dont nous parlait Régis. Vous avez le talus qui, bloqué dans la mortaise par une dorsiflexion, part en rotation externe, emmène la fibula sur le côté et en arrière. Le faisceau antérieur pète, la membrane interosseuse se rompt, et finalement le faisceau postérieur peut se rompre, mais le plus souvent il est écrasé entre le tibia et la fibula, ou alors son attache sur le tibia est fracturée par l'impact avec la fibula. Donc vous l'avez vu, c'est une ouverture comme un livre, de l'avant vers l'arrière. C'est pratique parce qu'en imagerie, le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, c'est le ligament sentinelle. S'il est bien, on est beaucoup plus zen. Et ça tombe bien, c'est le plus facile à voir. Donc, à partir du moment où on vous dit qu'il est bien, vous êtes tranquille. Je vous l'ai dit, la membrane interosseuse et le ligament interosseux qui la double en bas s'ouvrent à partir du moment où il est touché, du bas vers le haut, comme un zip qu'on ouvre. Et enfin, c'est le ligament tibiofibulaire postéro-inférieur qui signe les grades 3, alors pas les grades 3 dont nous a parlé Régis, mais les grades 3 de la syndesmose. Et c'est absolument indispensable de les prendre en charge de manière chirurgicale. Dans ces fameux grades 3,
la translation du talus par rapport à la malléole médiale rompt le LCM, et c'est cette rupture du LCM qui se met en battant de cloche dans l'interligne qui va pérenniser le diastasis. Voici ce que ça donne en échographie. Vous avez à gauche un ligament tibiofibulaire antéro-inférieur parfait, ce caractère hyperéchogène, gris clair, strié, parfait. Et vous avez en haut ce ligament qui est détendu, hypoéchogène, infiltré, bref, il n'est pas normal. On peut se demander, est-ce que c'est une atteinte partielle ou une atteinte complète? On connaît un petit peu de clinique, comme Régis connaît un petit peu d'imagerie. On demande aux patients de faire une dorsiflexion, et vous le voyez, le diastasis se majore, on écarte les deux fragments, on sait qu'il s'agit d'une rupture complète du LTFAI. On va aller voir les autres ligaments. L'IRM a aussi sa place, vous l'avez vu, et il est présenté ici, vous le voyez, il n'est ni dans le plan axial, ni dans le plan sagittal, il est entre les deux, à plus de 45 degrés. Donc il est absolument indispensable de regarder ça dans un plan oblique, parallèle au ligament. Et vous le voyez, il a fallu au moins 3 coupes différentes pour bien voir qu'il était rompu en haut, au milieu, en bas. La membrane interosseuse, c'est un élément qui est assez difficile à voir en échographie. C'est possible néanmoins. On fait plus confiance à l'IRM et vous voyez ici, au bout de cette flèche bleue, une rupture de l'attache tibiale de cette membrane interosseuse qui commence à nous inviter dans les stades 2 et des stades qui sont quand même plus bénins du tout. Le ligament tibiofibulaire postéro-inférieur, attention, on entre dans l'entorse chirurgicale. Vous avez à gauche un exemple relativement peu fréquent de rupture sur l'attache fibulaire et à droite un exemple beaucoup plus courant de fracture de la marge postérieure du tibia qui n'est autre que la zone d'attache de ce ligament postérieur. Passons maintenant à l'articulation talocrurale. J'ai pris la latérale, c'est la plus fréquente. Je ne vais pas vous parler de l'entorse du ligament talofibulaire antérieur puisque le médecin du bord de terrain lui a dit de continuer à jouer le plus souvent. On va surtout parler du ligament calcanéo-fibulaire, ce fameux ligament calcanéo-fibulaire qui, lorsqu'il cicatrise mal, va être pourvoyeur d'instabilité de la cheville, de vraie instabilité et même de laxité de cheville. Donc il est au bout de la flèche bleue. Excusez-moi, diapo suivant. Présente, pardon. Non, c'est très bien. Voilà. Vous avez 2 flèches. Une flèche jaune qui vous montre ce que peut être la transmission des forces lors d'une entorse en varus équin. Ça part de l'avant vers l'arrière. Et puis, lorsque vous n'avez pas d'équin, varus pur, ça commence par le calcanéo-fibulaire. Donc attention, ce faisceau antérieur-là n'est pas un ligament sentinelle. Il peut être intègre avec un calcanéo-fibulaire touché. Il faut le savoir. Exemple en échographie, un talofibulaire antérieur parfaitement tendu. Ce fameux test clinique utilisé par le médecin du bord du terrain, nous, c'est la position d'examen du patient. On le met en flexion plantaire pour l'avoir en état de tension et vérifier qu'il est compétent. Et lorsque l'on a, comme sur l'image de droite, un ligament talofibulaire antérieur qui est détendu, avec des remaniements plus sombres, donc hypoéchogènes, qui correspondent à la rupture, on sait qu'on est sur une entorse grave, sérieuse de ce ligament. L'IRM nous donne aussi de bonnes informations sur ce ligament-là, puisque vous le voyez ici, il y a une avulsion, donc un arrachement du ligament directement de son attache de la fibula. Passons maintenant au ligament calcanéo-fibulaire. Ce faisceau moyen du LLE, comme on l'appelait avant, est extrêmement important pour la stabilité de la cheville et surtout, il peut être étudié dans 2 positions. À gauche, vous l'avez au repos. Il est complètement couché, on ne le voit pas complètement. Et lorsque vous allez demander au patient de se mettre en dorsiflexion, vous allez le mettre en tension. Il va soulever les fibulaires. Donc, sur la diapo de droite, donc les dynamiques en échographie, vous saurez d'une part qu'il est continu, puisque vous voyez bien son attache proximale que l'on ne voyait pas sur l'image de gauche, et d'autre part qu'il est compétent, qui sont 2 informations absolument capitales pour la prise en charge. En IRM, vous avez vu, c'est compliqué parce que ce ligament n'est pas présent dans un plan frontal strict, il est légèrement oblique. Alors là, sur la vidéo, vous voyez maintenant, on fait des IRM qui sont d'une résolution inframillimétrique. Chaque coupe fait 0,5 mm, donc on peut très bien faire comme en scanner, reconstruire ça dans tous les plans et faire une reconstruction pour chaque ligament. Ça nous intéresse parce que, sur la diapo suivante, vous le voyez, sur la diapo de gauche, vous avez un ligament calcanéo-fibulaire qui est continu. Si vous l'avez mal repéré, il est à droite de l'image, en hamac, sous les 2 petits tendons fibulaires qui sont ces 2 petites boules noires.
Alors qu'à droite, sur l'image de droite, vous voyez, il y a ces deux fibulaires qui sont collés, qui forment une espèce de cacahuète. Et en profondeur, vous n'avez pas de hamac. On ne voit pas le ligament, ça signe sa rupture complète. Donc l'IRM fait bien le diagnostic. L'IRM 3D, les nouvelles IRM font encore mieux le diagnostic. Et on a commencé à rattraper l'échographie. Un sujet qui me tient à cœur, c'est le chopard. Le chopard, c'est très franco-français comme appellation, c'est le médio-pied. Il y a 3 ligaments principaux. Vous le savez, vous avez tous regardé des bouquins d'anatomie, il y en a beaucoup plus. Mais moi, sur ces 3 ligaments déjà qu'on voit, je vais vous parler de 2 d'entre eux. Vous avez, qui part du rostre du calcanéus jusqu'au cuboïde et au naviculaire, le ligament bifurqué. Ça, on va s'y intéresser. Plus haut, le ligament talonaviculaire dorsal. J'ai dû voir trop de footballeurs, plus aucun n'en est compétent. Je m'en fiche un peu. Et le dernier, c'est sur sur l'image du bas, qui est une vue médiale, c'est le spring ligament qui est tendu du sustentaculum thalli, qui est une nappe ligamentaire qui vient porter la tête du talus. Et on va le voir, il est capital pour la statique du pied. Alors, ce fameux ligament bifurqué, on le voit très bien en échographie. Un peu difficile au début pour le novice, mais lorsque l'on sait repérer le rostre du calcanéus, on voit bien, comme sur l'image de gauche, une image parfaitement continue. Et la lésion est extrêmement discrète, mais une fois que vous l'avez vue une fois, vous la reconnaîtrez à chaque fois. C'est sur l'image de droite, cette toute petite avulsion corticale. La lésion est, dans la plupart des cas, plutôt osseuse que ligamentaire. On est d'emblée sur des stades qui sont plutôt graves. On voit très peu d'entorses bénignes du chopard latéral, ou peut-être qu'on les loupe. Là, vous avez un exemple en IRM. Attention, vous savez qu'en IRM, on est très sensible, on voit très bien les choses. Mais par contre, au niveau de la résolution, de la définition de l'image, on est moins bon qu'en échographie, donc il apparaît beaucoup plus petit. Et là, il est au centre de l'image. Repérez bien le rostre du calcanéus. Vous voyez, on parle de rostre, donc d'un bec, et là, on perd ce bec. On voit qu'il est blanc, en hypersignal T2, et on voit même un petit fragment avulsé. Parfois même, vous ne verrez pas ça, c'est juste que vous ne verrez pas ce ligament bifurqué, et ça signe sa rupture. Attention, ce sont des lésions qui sont pourvoyeuses de séquelles douloureuses à très long terme. J'ai croisé récemment un réalisateur de plus de 70 ans qui avait fait du hand dans sa jeunesse et qui se souvenait encore, qui avait encore mal la nuit de sur ce genre d'entorse. Donc méfiez-vous, ne gâchez pas la vie de vos patients. Passons maintenant sur le versant médial. Ce fameux spring ligament, c'est un ligament qui est tendu du sustentaculum thalli au naviculaire et qui va passer en hamac sous le talus. Ce ligament est capital pour le maintien de l'arche médiale du pied. Il faut donc aller le voir. Et particulièrement lorsque vous voyez un patient qui se présente avec un trouble statique du pied, ce qui n'est pas rare chez les sportifs, en particulier un pied plat. Vous verrez extrêmement bien, comme sur la diapo de droite, l'image de droite, merci de revenir à la diapo précédente, voilà, une rupture sur la tache naviculaire en échographie. Et sur la diapo suivante, vous allez voir, sur la diapo suivante, s'il vous plaît, vous allez voir, voilà, à gauche, un ligament, spring ligament totalement normal, bien noir, bien hypo-intense ou en asignal. Et par contre, à droite, vous le voyez, vous avez déjà un médio-pied qui s'élargit, ce qui va signer cette ouverture du pied, cet aplatissement, et un spring ligament qui est complètement distendu, qui est le siège de multiples micro-fissures et qui est complètement incompétent. Il est absolument indispensable, lorsqu'on a un patient qui se présente comme ça, de le prendre correctement en charge et surtout de s'intéresser à son problème statique. Ce n'est pas avec une attelle simple, même une immobilisation simple, qu'on va s'en tirer. Juste un dernier mot sur une urgence tendineuse qui est capitale et qui est pratiquement devenue un problème de santé publique, ce sont les ruptures du tendon calcanéen. On sait que ces ruptures-là, malheureusement, passent souvent à la trappe. Vous avez 30% des ruptures totales qui sont loupées dans les 6 premières semaines. Les 6 premières semaines, c'est la fenêtre chirurgicale, c'est donc dramatique parce que vous n'avez plus de tendon calcanéen, vous ne marchez plus bien. Donc, il faut savoir une chose, et c'est un radiologue qui vous le dit, merci de revenir à la diapo précédente, le diagnostic est clinique. Le diagnostic de rupture totale est clinique. Vous avez en bas à gauche ce signe qui a été décrit comme le signe de Brunegage, qui est en fait une perte de l'équin physiologique. À gauche, ce patient a un pied comme un pied Playmobil, à angle droit, c'est interdit. Son tendon calcanéen est incompétent. Il faut donc d'emblée partir sur l'idée qu'il est complètement rompu. Vous avez à droite le signe de Thomson. On vérifie que les pressions sur les masses musculaires du mollet sont transmises au pied qui part un peu plus en équin.
c'est aussi un signe, mais beaucoup moins sensible. L'imagerie a quand même une place, je suis là pour parler de ça. Donc vous avez ici le tendon calcanéen dans le plan longitudinal, sagittal, qui a cet aspect strié que l'on voit extrêmement bien, ou dans le plan axial où on voit cet aspect piqueté. Et lorsque l'on a une rupture, on va avoir plusieurs types de présentation. Vous avez la présentation évidente, diapo suivante s'il vous plaît, voilà, avec un hématome dans lequel baignent les deux fragments. Comment se poser la question encore d'une rupture éventuellement partielle. Sur l'image de droite, une rupture qui est un petit peu plus fraîche avec des éléments hématiques qui trempent. Et finalement, quelquefois, on va avoir des doutes comme sur cette image. Vous voyez un gros cordon noir. Est-ce que c'est rompu? Est-ce que c'est pas rompu? Eh bien, regardez, on peut faire des manœuvres dynamiques. Faites un tout petit peu de dorsiflexion. Vous voyez bien qu'à gauche, le fragment supérieur bouge vers le haut. À droite, le fragment inférieur bouge vers le bas. En mécanique, c'est pas possible si c'est encore relié. Vous avez donc une rupture complète. L'échographie est un examen dynamique, autant en profiter. IRM, plus facile, surtout quand on a des cas comme celui-là. Vous voyez que vous avez un gap entre les deux fragments énorme sur cet exemple. Parfois, c'est plus discret, comme sur la diapo suivante, où vous voyez ici que les deux fragments sont collés l'un à l'autre, mais on comprend bien qu'on ne peut pas avoir une telle distension sans une rupture complète. Néanmoins, cette IRM est riche d'informations pour la prise en charge. Si, par exemple, le médecin ou le chirurgien a l'idée d'un traitement orthopédique, on sait que l'affrontement des deux berges est un élément capital. Dans le plan axial, sur l'image de gauche, une image horizontale, donc vous voyez bien qu'il y a un trou, il y a un endroit où on ne voit pas le tendon. Et maintenant, on essaie de faire des coupes frontales dans le plan du tendon pour voir comment s'organisent ces fibres. Et même si elles sont en contact, on voit qu'il n'y a plus aucune continuité. Donc pensez à ces ruptures du tendon calcanéen. Qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien, les critères d'Ottawa, on peut encore les utiliser et l'objectif, c'est d'éliminer une fracture. Pour les entorses, la plupart sont des entorses bénignes, celles qu'on voit. Là, c'est facile. En général, si vous êtes avec un médecin du sport qui connaît bien son métier, il a fait des go. Et on est là pour préciser le pronostic sur le type d'atteinte partielle ou même totale du ligament talofibulaire antérieur. Mais il faut absolument ne pas oublier les warnings. Vous avez le ligament calcanéo-fibulaire. Indispensable, c'est lui qui va vous faire un patient qui sera instable. Le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur, parce que c'est un petit peu la porte d'entrée dans les entorses graves de la PTI, la syndesmose tibio-fibulaire, avec un risque de grande détérioration de la cheville. Le ligament bifurqué pour les séquelles douloureuses à long terme. Le spring ligament si vous avez un pied plat, parce que c'est absolument catastrophique. Et enfin, pour les ruptures du tendon calcanéen, restez clinique, restez simple. Elle est complète, elle n'est pas complète. Et ensuite, finalement, l'imagerie ne sert qu'à une seule chose, vous aider à choisir le traitement. Merci beaucoup. Quel plaisir. Quel plaisir lorsqu'on a des précisions telles que celles que l'on vient d'entendre, quand on associe l'imagerie à l'anatomie, à la biomécanique, qui nous permet à nous tous de davantage comprendre comment ça se déroule. Je vais donner maintenant la parole à Grégory, qui va nous parler de la prise en charge clinique et des différents tests cliniques que l'on peut proposer en cas de traumatisme de la cheville. Bien, merci pour cette invitation. On va commencer donc directement. On va simplement refaire quelques rappels anatomiques, mais plus pour les mettre en lien avec le bilan clinique. Avant ça, quelques problématiques majeures en ce qui concerne notamment l'entorse externe de cheville. On sait qu'on a 12 à 47% des entorses externes de cheville qui sont des récidives. On a également un risque multiplié par 3,5 de nouvelles entorses externes de cheville après un premier épisode. Et puis, on a également jusqu'à 70% des lésions qui deviennent des instabilités chroniques de cheville. Donc il y a un réel problème de diagnostic et puis de prise en charge précoce. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc en ce qui concerne les rappels anatomiques qui ont été déjà faits par le docteur Renou, donc en ce qui concerne notamment le compartiment externe, on sait depuis les études de Vega qu'il existe une insertion conjointe entre le faisceau inférieur du ligament talofibulaire antérieur et puis le ligament calcanéo-fibulaire. Donc c'est intéressant. Donc on a dit, un continuum anatomique entre le faisceau inférieur du ligament talofibulaire antérieur et du faisceau calcanéo-fibulaire. C'est intéressant car du coup le faisceau supérieur du ligament talofibulaire antérieur va être testé principalement avec le Drawer test, alors que le faisceau calcanéo-fibulaire va être testé principalement lors d'un test en varus. On sait depuis cette étude globalement que le LTFCL complexe, donc qui est formé
par le ligament calcanéo-fibulaire et par le faisceau inférieur du ligament talofibulaire antérieur reste globalement isométrique et sera principalement testé donc en varus. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne le ligament deltoïde, donc qui concerne le compartiment interne, on sait qu'il possède deux couches, une couche profonde et une couche superficielle. La couche profonde, elle est formée du ligament antérieur talotibien antérieur et du ligament talotibial postérieur. Et la couche superficielle est formée du ligament talonaviculaire, du tibiospring ligament et du tibiocalcanéal ligament. La couche profonde, elle va être principalement testée en valgus. Donc ça, c'est des implications cliniques pour nous en tant que praticiens, alors que la couche superficielle va être principalement testée en rotation externe. Donc quand on va réaliser un test de Kleyer qui va venir tester principalement la syndesmose, on sait qu'on va venir également tester également la couche superficielle du ligament deltoïde. En ce qui concerne donc la syndesmose, donc, le docteur Renou l'a précisé, deux ligaments principaux, le LTFDA et le LTFDP, le ligament tibiofibulaire distal antérieur et le ligament tibiofibulaire distal postérieur, ajouté à cela la membrane interosseuse et le ligament interosseux. On sait que le LTFDA limite principalement la flexion dorsale et la rotation externe de cheville. Donc à nouveau, on va le tester avec notre test de rotation externe et de Kleyer. Le ligament tibiofibulaire distal postérieur limite quant à lui plutôt le tiroir postérieur et à nouveau la rotation externe du pied. En ce qui concerne la soutalienne, un système ligamentaire qui est complexe avec le ligament A, le ligament cervical et puis l'ATCL. Et en ce qui concerne également cette stabilité, elle est également assurée par le rétinaculum des extenseurs qui possède 3 pieds, donc la bande externe, la bande oblique supéromédiale et la bande oblique inféromédiale. Donc on a mis en place avec Kinesport une proposition d'algorithme décisionnel qui va venir intéresser l'ensemble des intervenants, avec notamment un temps 1 qui reprendra l'interrogatoire et les règles d'Ottawa, le temps 2 qui sera réalisé donc le bilan clinique, et on a créé chez Kinesport ce qu'on appelle un quick scan, qui est une batterie de tests organisés qui va venir tester toutes les articulations de la cheville. Et puis on discutera ensuite du temps 3, donc de la prise en charge aiguë, notamment on reviendra sur le protocole police et sa validité scientifique. Vient ensuite le bilan de l'imagerie que nous a détaillé le docteur Renou et enfin le bilan fonctionnel et le suivi. Donc toutes ces informations-là sont données par le ROST, qui est le consensus international de la cheville, avec des propositions notamment dans le suivi de l'évaluation du gonflement, de l'amplitude, de la force musculaire au niveau de la cheville, du bilan dynamique également de la marche, de l'équilibre postural statique et dynamique, et puis des questionnaires d'auto-évaluation. Enfin, la réhabilitation et puis la chirurgie qui intéressera les échecs du traitement conservateur et les lésions associées. Donc cet International Ankle Consortium, qui a réuni 14 experts internationaux, nous donne des guidelines en ce qui concerne déjà l'interrogatoire et les premiers temps de l'examen. Donc déjà, le mécanisme lésionnel, il va me permettre d'identifier d'emblée les structures qui vont être potentiellement concernées, avec bien évidemment le mécanisme en inversion pour les entorses externes de cheville, et puis le mécanisme en flexion dorsale, rotation externe, principalement pour la syndesmose, entre autres. L'historique des précédentes entorses externes de cheville, on l'a dit, va multiplier par 5 le risque de récidive. Et le potentiel, la capacité du patient à se tenir en charge au moment de la lésion et au moment de l'examen va être également capitale. Je ne reviens pas sur le bilan clinique osseux et les règles d'Ottawa que nous a déjà détaillé le docteur Boxellé. Par contre, on parlera bien évidemment du bilan clinique ligamentaire et donc du quick scan qu'on a développé chez Kinesport. Pour revenir simplement sur les mécanismes lésionnels, principalement en ce qui concerne le compartiment externe, le consortium, le ROST de 2019, nous rappelle que c'est une soudaine inversion, rotation interne du complexe pied-cheville qui ne va pas respecter le déplacement angulaire dans le plan sagittal. Quelques exemples de mécanismes lésionnels spécifiques en fonction des sports que l'on encadre, parce que je pense que c'est important de connaître les mécanismes lésionnels qui sont susceptibles d'intervenir en fonction des différents sports. Cette étude d'Andersen a fait en fait une analyse de vidéos, de 313 vidéos de match, et a identifié 26 entorses externes
en football, et elle a référencé les mécanismes spécifiques football, dont principalement des mécanismes qui intervenaient en contact, à hauteur de 88%, et le principal mécanisme était donc les tackling injuries, ce qu'on appelle les tackling injuries. Deuxième mécanisme, moins spécifique des entorses externes, mais on retrouvait les kicking injuries au moment de l'impact, au moment de la frappe forcée, avec une flexion plantaire forcée. Et puis d'autres mécanismes comme la course, la réception de saut. Donc, si on fait diapo suivante, voilà le distinguo. Donc, vous retrouvez à gauche le mécanisme lésionnel, le tackling injuries, avec le joueur qui est en possession de la balle et qui va venir se faire donc tacler par le joueur, emmener son pied en inversion. Et puis dans la diapo de droite, vous allez retrouver la situation de kicking injuries avec un joueur qui frappe et qui va venir se faire contrer, entraînant une flexion plantaire forcée. Diapo suivante. En ce qui concerne le volet, cette étude de Scalazaki en 2018, c'était une analyse systématique de 24 vidéos de blessures qui a été réalisée par le système de surveillance de la Fédération internationale de volley avec 5 experts indépendants. Et on retrouvait pour le coup 2 mécanismes vraiment spécifiques volley, avec la situation de blocage avec la réception de la cheville sur un adversaire ou sur un coéquipier, et puis la situation d'attaque avec pour le coup plutôt la réception sur un coéquipier. Et à nouveau, le mécanisme lésionnel qui était évoqué, plutôt une inversion rapide, mais de façon intéressante, l'étude retrouvait très peu de composantes de flexion plantaire. Donc vous retrouvez ici les mécanismes lésionnels avec à gauche notamment la réception sur la cheville de l'adversaire, donc en situation de blocage, la situation du milieu avec une réception à nouveau de blocage et réception sur la cheville, sur le pied d'un coéquipier, et puis en situation de droite, vous retrouvez une réception en situation d'attaque avec un mécanisme donc en inversion avec une réception sur la cheville d'un partenaire. Enfin, un exemple vécu en tennis lors du 8e de finale à l'US Open avec un mécanisme d'inversion lors d'une volée, lors d'une montée au filet. Donc là, ce qu'on peut dire déjà en termes de pronostic fonctionnel, par rapport à ce que disait déjà aussi monsieur Dr Boxelé, c'est que tout de suite, la joueuse va se remettre en charge, pouvoir remarcher rapidement, donc plutôt un indicateur de bon pronostic. Et donc là, la spécificité du tennis, donc par rapport à l'intervention sur le terrain, c'est que ce n'est pas le kinésithérapeute ou le médecin en charge de l'équipe qui va réaliser le bilan clinique et les premiers soins, mais c'est plutôt le kiné de la WTA, pour le coup, le médecin de la WTA, qui va réaliser donc le bilan clinique et les premiers soins. Donc on est toujours dans l'interrogatoire et les règles d'Ottawa. Je ne reviens pas dessus, simplement pour dire qu'elles permettent de réduire les radiographies de 40%, et puis avec une très bonne sensibilité, supérieure à 96%. Et donc le QuickScan qu'on a développé chez Kinesport, qui s'intéresse à donc évaluer, qui est un bilan clinique complet de toutes les articulations de la cheville, avec une première approche globale, ensuite des testings spécifiques de la tibio-tarsienne, des testings spécifiques de la syndesmose, du carrefour postérieur, de la soutalienne et puis du médio-pied. Donc on va faire le descriptif complet des tests. Chaque test possède un critère de positivité. Et donc voilà les différents tests. En ce qui concerne, précédente s'il vous plaît, l'approche globale déjà, donc le test tissulaire. L'objectif ici, c'est simplement d'avoir déjà une approche globale de la réponse du tissu conjonctif lors d'une décoaptation dans l'axe, comparé par rapport au côté contralatéral. Et puis ensuite, mon test, donc voilà, décoaptation dans l'axe. Ensuite, on aura en deuxième test, dans cette approche globale, le test de mobilité en flexion plantaire et flexion dorsale. L'objectif dans ce test, c'est déjà d'appréhender la mobilité complète de la cheville et d'orienter nos tests à venir. Est-ce que j'ai plutôt une douleur en flexion dorsale, ce qui va m'orienter plutôt vers potentiellement une pathologie de syndesmose, ou est-ce que j'ai plutôt une douleur en flexion plantaire, auquel cas je peux avoir effectivement une mise en tension de mon ligament talofibulaire antérieur, ou une douleur postérieure qui pourrait m'orienter vers un conflit postérieur de cheville. On est maintenant donc dans le bilan de la tibio-tarsienne et on va voir les différentes possibilités, les différentes variations de drawer test. Donc vous allez retrouver trois drawer tests possibles. Le premier drawer test qui est réalisé soit en décubitus dorsal, soit en position assise. Classiquement, donc on l'a dit, aux alentours de 20 degrés de flexion plantaire, et je viens mobiliser mon couple astragal, mon couple calcaneum-talus,
dans un tiroir et je viens apprécier la qualité de l'arrêt. Donc je peux aussi réaliser ce test en position assise. Deuxième test qui a fait preuve d'efficacité en termes de sensibilité, de spécificité, c'est l'antérolatéral drawer test. Donc patient en position assise et on réalise à nouveau un tiroir. Par contre, le pouce du thérapeute est en avant de la fibula et ça permet de laisser libre le compartiment interne de la cheville. Finalement, la translation qui sera obtenue par ce test sera supérieure à celle obtenue dans le drawer test. En tout cas, c'est ce qui est décrit dans la littérature. Et le dernier, le reverse antérolatéral drawer test, qui est un test qu'on utilise chez Kinesport depuis plusieurs années et qui a fait preuve finalement très récemment d'un très bon intérêt en termes diagnostiques, c'est donc le reverse antérolatéral drawer test. J'inverse mon point fixe et mon point mobile, je viens stabiliser mon talus et pousser dans mon pilon tibial de façon verticale pour mettre en tension donc mon LTFA, mon ligament talofibulaire antérieur. Donc l'étude dont je vous parlais, c'est celle-ci, étude de 2019, qui avait pour objectif de tester l'aspect pronostic, prospectif des différents tests, donc les 3 tests que vous retrouvez sur la diapo de droite, avec le drawer test classique, l'antéro-drawer test dans la partie moyenne, et puis le reverse antérolatéral drawer test dans la partie distale. Donc l'étude a été réalisée sur 38 patients avec des lésions du ligament du talofibulaire ligament, 34 patients sains, et puis les 3 tests qui étaient réalisés avec comme gold standard l'échographie. Donc on va pouvoir avancer. Les résultats de l'étude, la voici. Donc finalement, en termes de sensibilité, la sensibilité était relativement faible pour l'antérieur drawer test et puis l'antérolatéral drawer test. Par contre, elle était beaucoup plus haute, bien meilleure pour le reverse antérolatéral drawer test. En termes de spécificité, elle était bonne pour les 3 tests. Donc finalement, ce qu'on ressentait un petit peu de façon clinique, c'est retrouvé avéré par la littérature. Le reverse antérolatéral drawer test, où j'ai réalisé mon test en poussée, aurait une meilleure capacité diagnostique. On est toujours dans la tibio-tarsienne et puis on va s'intéresser donc maintenant à 2 autres tests qui seront donc plus spécifiques du ligament calcanéo-fibulaire. On a dit par l'intermédiaire de ce LFTCL complexe et donc le talar-til test, le test en varus que vous allez retrouver ici, où l'objectif est de mettre en tension le ligament calcanéo-fibulaire et on va apprécier la qualité de l'arrêt, éventuellement la douleur ressentie par le patient lors de ce test. Même chose ensuite dans une position de cisaillement, on va apprécier la tenue du talus au sein de la mortaise et à nouveau la qualité de l'arrêt. On passe maintenant au test spécifique de la syndesmose et on va retrouver plusieurs tests spécifiques dont le Kleiger test, le fibular translation test et puis le tiroir talien transversal. Premier test, le test de Kleiger, donc je vais positionner mon genou à 90 degrés de flexion et je vais emmener donc mon pied en rotation externe en maintenant la dorsiflexion et l'objectif du test, en tout cas les critères positifs du test seront la douleur et puis la qualité de l'arrêt. Le fibular translation test où je vais venir mobiliser la fibula dans le plan sagittal pour apprécier la tenue de la syndesmose dans le plan sagittal et je vais apprécier à nouveau la qualité de l'arrêt. Et le troisième test, le tiroir talien transversal où je vais à nouveau apprécier la qualité de l'arrêt. Et surtout, en venant pousser dans le couple calcanéum-talus, venir faire bâiller la mortaise. Donc le critère positif sera également un diastasis possible visible lors de ce test-là. Un dernier test qui est intéressant et qui présente une très bonne spécificité dans la littérature aux alentours de 88%, c'est le squeeze test. Donc je viens finalement comprimer la partie proximale de mon tibia et de ma fibula et recréer des symptômes dans la partie distale de la syndesmose, notamment la douleur. Donc cette étude qu'on présente ici fait référence, en tout cas appuie l'utilisation de ce squeeze test. Elle démontre en fait que lorsque le squeeze test est positif, on se retrouve finalement dans une syndesmose, lorsque les autres tests sont également positifs, dans une syndesmose qui va être instable et on va plutôt l'orienter vers un traitement chirurgical. Lorsque ce squeeze test est négatif, mais que mon ligament deltoïde est normal, que les autres tests sont normaux, on va se retrouver plutôt dans un traitement conservateur. Donc l'intérêt pronostique également souligné par cette étude, lorsque tous mes tests sont positifs et que j'ai un squeeze test qui va être négatif, on va se retrouver plutôt avec un pronostic
pronostic aux alentours de 43 jours. Et lorsque tous mes tests seront positifs, de même que mon squeeze test, plutôt une reprise aux alentours de 61 jours. On passe maintenant au test de carrefour postérieur. Vous retrouvez 3 tests. Donc le grading test, où je viens finalement mobiliser mon calcanéum contre mon pilon tibial et recréer des symptômes donc, de carrefour postérieur. Donc on rappelle, les carrefours postérieurs, 2 types de pathologies, de grands syndromes de pathologie possibles. Une compression entre le calcanéum, le talus et le pilon tibial, et une pathologie plutôt de type tendineuse, avec des pathologies de conflit, notamment du long fléchisseur propre de l'hallux. Donc on a vu le premier test, on va passer au deuxième test, test d'impaction, où je viens réaliser une impaction dans mon calcanéum avec 2 positions, flexion dorsale et flexion plantaire. Et donc le test sera positif si on recrée les symptômes, surtout en flexion plantaire et pas en flexion dorsale. Si les 2 tests sont positifs, en flexion dorsale et en flexion plantaire, on investiguera une autre pathologie. Et puis donc le dernier test qui fera le distinguo, on l'a dit, entre les conflits postérieurs de type osseux et tendineux, c'est mon test d'excentrique du long fléchisseur propre de l'hallux, où je viens mobiliser, travailler en excentrique sur mon long fléchisseur propre de l'hallux dans toute sa course et recréer éventuellement les symptômes douloureux du patient. Diapo suivante. Pardon, parfait. La soutalienne, avant-dernière articulation qu'on va tester. 2 tests, le test en varus et en valgus et le test en cisaillement. On va apprécier la qualité de l'arrêt et à nouveau également la douleur. Dans ce test-là, on vient finalement positionner notre cheville en flexion dorsale de façon à bloquer le talus dans l'amorthèse. Et on vient à nouveau mobiliser le calcanéum par rapport au talus. Donc 2 tests, premier test, test de varus. Même chose que pour la tibio-tarsienne, sauf que mon talus est immobilisé au sein de l'amorthèse. Et je viens apprécier la qualité de mon arrêt. Et donc, tester aussi spécifiquement à nouveau mon ligament calcanéo-fibulaire, on l'a dit, qui appartient à la tibio-tarsienne, mais aussi à la soutalienne. On pourra faire également la même chose de l'autre côté, en valgus, et puis les tests de cisaillement. Même chose que pour la tibio-tarsienne, sauf qu'à nouveau, je viens stabiliser mon talus avec la flexion dorsale de cheville. Dernière articulation qu'on va tester, et dont le docteur Renaud nous a parlé, le médiotarse, avec les tests de l'articulation de Chopard notamment. Donc on va tester la talonaviculaire. Talonaviculaire où on va emmener notre talus en abduction et en pronation. La calcanéo-cuboïdienne, on va mobiliser notre cuboïde, cette fois en adduction-supination, et recréer potentiellement les symptômes douloureux du patient. Et dernier test, le neutral heel latéral push test, où je viens en position assise. Donc ça, c'est un nouveau test qu'on a intégré dans le quick scan, stabiliser mon calcanéum et emmener mon avant-pied en rotation externe. À nouveau, recréer potentiellement les symptômes douloureux du patient. On complétera bien évidemment cette batterie clinique avec les tests de palpation qui viendront rechercher principalement la douleur, la chaleur, une présence de chaleur, de rougeur, d'œdème ou d'hématome. Intéressant de noter, c'est que dans le ROST, donc dans cette étude de consensus, elle rappelle que la sensibilité à la palpation du ligament tibiofibulaire distal antérieur, donc de la syndesmose, est relativement haute, à hauteur de 92%. Donc quand on couple finalement cette sensibilité à la palpation de 92% plus la spécificité qui est assez haute également du squeeze test, on va déjà avoir une approche assez complète finalement des bilans de syndesmose. Diapo suivante. On va parler maintenant de la prise en charge aiguë et notamment du protocole POLIS que je pense tout le monde connaît. Donc protocole POLIS, protection, optimal loading, ice, compression et élévation. Donc il doit manquer une diapo précédemment. Voilà, parfait, merci. Cette première revue systématique et méta-analyse donc de Doherty en 2016, elle s'intéressait au traitement spécifique de l'entorse de cheville et de l'instabilité chronique de cheville, que ce soit dans le versant chirurgical ou non chirurgical. Donc ils ont fait une revue systématique, donc de 46 revues systématiques, donc très forte puissance statistique. Et dans cette étude-là, ils ont analysé notamment le protocole RICE et le glaçage et la compression. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'on avait peu d'influence, pas de consensus en tout cas, sur notamment la cryothérapie et la compression.
Par contre, la mise en place dans ces entorses aiguës d'un support externe, donc que ce soit par une contention ou alors une attelle, faisait consensus. Et la place de la thérapie manuelle était pour cette revue systématique plutôt incertaine, non claire. Là, on est en 2016. Par contre, la mise en place d'une thérapie précoce par l'exercice a fait également consensus. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que ce qui concerne le protocole police, on a seulement 5% des études qui sont de très bonne qualité et de niveau 1. Donc ça, c'est Bicler en 2013 qui nous l'avait publié. Donc on a très peu finalement d'études vraiment à fort potentiel statistique. Une autre étude donc de 2018, prochaine, donc de Wurberg, qui est également une revue systématique, qui a inclus 194 articles, nous fait à nouveau la synthèse sur le protocole RICE et nous avertit, nous précise en tout cas qu'il n'y a pas de preuves significatives sur l'influence du protocole RICE lorsqu'il est utilisé de manière seule sur la douleur, le gonflement et la fonction du patient. Par contre, la cryothérapie associée à un exercice, à une thérapie par l'exercice a montré des améliorations. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens, la revue de littérature nous avertit en nous disant qu'il y a des possibles complications et des retards ou des suppressions complètes du process de cicatrisation. Enfin, en ce qui concerne la mise en place de l'immobilisation, la revue systématique nous informe qu'on préférera bien sûr un support fonctionnel plutôt qu'une vraie attelle, qu'un vrai plâtre, et que la mise en place d'un protocole d'exercice est préférée dans le sens où elle entraîne un retour au sport plus rapide et de meilleure qualité. À l'inverse de la revue systématique précédente, celle-ci nous fait part de la place de la thérapie manuelle en nous informant que la thérapie manuelle précoce mise en place dans ces entorses externes de cheville améliore l'amplitude de flexion dorsale et la douleur sur les patients qui souffrent d'entorses externes de cheville en aigu. Une des questions principales qui fait en ce moment débat, c'est la place de la cryothérapie et du glaçage dans ce protocole police. Et on a des réponses qui nous sont données de plus en plus dans des études qui sont dérivées du modèle du rat et principalement sur les lésions musculaires. Les travaux notamment également du professeur Chazot de l'Institut Neuromyogène de Lyon nous donnent des pistes supplémentaires de réflexion. Donc on est surtout sur de la lésion musculaire, mais le professeur Chazot nous rappelle que les process de cicatrisation et notamment de la phase inflammatoire sont semblables entre les lésions musculaires et les lésions ligamentaires et toutes lésions d'ailleurs du corps humain. Et ces premières études, donc il y a eu toute une série d'études dont on a fait la synthèse dans nos dossiers spéciaux chez Kinesport. Et une de ces études, cette étude de Takagi, reproduisait des lésions musculaires sur des rats, donc 70 rats, et les exposait soit à de la cryothérapie, soit à un protocole contrôle sans cryothérapie de 20 minutes. On mesurait alors la prolifération des macrophages dans cette phase inflammatoire et puis à distance la proportion de collagène et également l'architecture des cellules musculaires. L'étude nous montre qu'on a un retard des réactions inflammatoires d'environ 1 jour lorsqu'on expose ces cellules, lorsqu'on expose donc ces blessures musculaires à de la cryothérapie de 20 minutes. Et on a également une proportion significative de collagène beaucoup plus importante à 14 et à 28 jours dans le groupe icing, dans le groupe glaçage. Et on a également des modifications architecturales au niveau de la cellule musculaire dans le groupe glaçage avec des cellules qui sont de forme beaucoup plus ronde, beaucoup plus ovoïde que dans le groupe contrôle où elles sont beaucoup plus polygonales. Donc en fait, ça nous pose un petit peu problème, cette place de la cryothérapie. Et on va en rediscuter, mais c'est finalement la même chose que les anti-inflammatoires. Et pour l'instant, on n'est pas capable de conclure de façon catégorique sur cette place de la cryothérapie. Et nous, ce qu'on préconise maintenant, c'est le primum non nocere. En l'absence de preuves supplémentaires de l'effet de la cryothérapie et au vu des potentiels effets secondaires négatifs, il est préférable de ne rien faire que d'exposer de façon précoce à une cryothérapie très forte et prolongée sur nos entorses. Diapo suivante. En ce qui concerne la compression, cette revue systématique récente de 2015, à nouveau, faisait la synthèse de 12 études sur 1701 patients. Et on a eu donc dans les résultats
5 études qui ont démontré des effets positifs de la compression par l'intermédiaire de la compression pneumatique intermittente. Une compression aussi qui peut être réalisée avec la mise en place d'une contention ou d'une compression qui a été positive. On avait quand même 3 études qui démontraient qu'il y avait peu d'effets, pas ou peu d'effets, et 4 études qui nous montraient que les résultats, le pronostic fonctionnel était meilleur quand on préférait une attelle à une réelle compression. Enfin, donc la réhabilitation active précoce, on l'a dit, elle fait consensus complet dans la prise en charge de ces entorses de façon aiguë. Elle entraîne un retour au sport qui est plus rapide, de meilleurs résultats fonctionnels. Elle fait chuter la prévalence des récidives et elle fait chuter également la prévalence des instabilités chroniques de cheville. Donc en synthèse un petit peu de tout ça, donc on a dit les règles d'Ottawa, le mécanisme lésionnel et l'interrogatoire vont être à investiguer. On va mettre ensuite en place le QuickScan, donc notre batterie de tests qui va venir tester toutes nos articulations. Et puis on mettra en place ensuite donc la prise en charge aiguë avec un repos relatif. On évitera la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et on questionne à l'heure actuelle la place du glaçage. On préfère dans nos protocoles ne rien faire en l'absence à nouveau de bénéfices supplémentaires avérés et au vu potentiel donc des effets secondaires. On mettra par contre systématiquement en place un support fonctionnel, que ce soit par l'intermédiaire d'une contention ou d'un strap. Et puis ensuite, la compression et l'élévation, si à nouveau la preuve n'est pas totalement avérée, en tout cas la balance bénéfice-risque est beaucoup moins importante que le glaçage, donc on utilisera la compression et l'élévation, et ensuite la mise en place de notre thérapie manuelle, de notre reprise également de la thérapie active de façon précoce. Grégory, merci. Merci pour cette expertise. Merci de nous avoir montré l'ensemble de ces tests pratiques qui nous rappellent que c'est notre quotidien de savoir évaluer l'entorse d'une cheville, ou je dirais les différents tableaux cliniques de l'entorse de la cheville, car à partir de ces tests, on peut ensuite en définir un algorithme décisionnel. Et puis, merci de nous rappeler aussi que même si nous sommes des gens pratiques, il faut aussi s'appuyer sur la science et les études les plus récentes possibles. Nous avons parlé de médecine, d'imagerie, de tests cliniques qui permet aussi de nous rappeler que pour faciliter la prise en charge d'un patient face à ce traumatisme, nous avons tous besoin des uns des autres et de communiquer les uns avec les autres. C'est ce qui facilite sa reprise. On va parler maintenant d'un aspect un peu différent, c'est l'aspect juridique, complètement d'actualité suite à une annonce assez récente de notre ministre de tutelle qui nous permettrait à nous, kinésithérapeutes, de prendre en charge l'entorse de la cheville en première intention. Donc Jean-François Dumas va nous parler de cette prise en charge sur l'aspect juridique. Je te laisse prendre la parole. Eh bien, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très fier, très honoré de suivre ces 3 intervenants qui ont été absolument passionnants. Je vais être, je le crains, beaucoup moins passionnant. Je vais parler un peu de juridique, mais c'est nécessaire pour bien définir le cadre d'exercice qui, tu viens de le rappeler, doit être interpro. Bien évidemment, cette prise en charge, elle est en coopération. Les choses évoluent d'un point de vue juridique. Je me vois contraint de faire un petit rappel historique. La profession de kinésithérapeute est de masseur kinésithérapeute. Mais je préfère kinésithérapeute et certains préfèrent même physiothérapeute. C'est même un débat au sein de la profession. On pourrait faire un sondage, effectivement, avec vos auditeurs extrêmement nombreux ce soir sur Facebook. Petite historique, cette profession a un peu plus de 70 ans. Elle est née en 1946. Elle était définie comme une profession de technicien qui était habilité à réaliser 2 actes, le massage et la gymnastique médicale. Et le kinésithérapeute ne pouvait pas agir autrement que sur la prescription d'un médecin, laquelle prescription était nécessairement, à l'époque, à la fois qualitative. Le médecin inscrivait une liste de techniques, finalement, à mettre en œuvre par le technicien qui était le kinésithérapeute, un petit peu comme la prescription d'un infirmier, d'ailleurs, pour un infirmier. Et elle était également donc quantitative et qualitative. Les choses sont restées ainsi très longtemps, et la formation à l'époque était de 2 ans. Il est important de le rappeler. Et cette notion de prescription qualitative et quantitative a été inscrite dans un texte opposable, qui est un arrêté qui date de 1962, qui est toujours en vigueur d'ailleurs. Mais d'autres textes sont venus écraser ce texte, et notamment, diapo suivante,
Merci. Premièrement, première étape, il y a eu un abandon de l'obligation d'agir avec une prescription qualitative, avec le décret d'acte en 96, précisait très bien que, voilà, merci, on revient sur la diapo précédente, que le masseur kinésithérapeute, le kinésithérapeute, avait le libre choix de ces techniques, de ces actes et de ces techniques. C'est une première évolution importante qui permet de se dégager un petit peu d'une prescription qui était très directive. Deuxième étape très importante, c'est 2000. C'est une étape majeure, c'est la diapo suivante. Merci beaucoup. C'est une étape majeure qui a permis en 2000 de reconnaître le bilan diagnostic kinésithérapique et parallèlement l'abandon de la prescription quantitative. Elle peut toujours s'imposer si le médecin souhaite l'inscrire, mais de plus en plus, les mœurs évoluent. La nouvelle génération de médecins, j'ai beaucoup fréquenté l'ancienne, la nouvelle génération de médecins n'est absolument plus attachée à cette prescription, à la fois qualitative et quantitative. On a de plus en plus fréquemment des bons pour kinésithérapie. Donc charge au kinésithérapeute de réaliser un bilan. Voilà, ça a été détaillé de manière extrêmement professionnelle, performante par mon jeune confrère. Mais le rôle du bilan, il est essentiel dans la prise en charge d'un patient. Et c'est bien parce qu'il y a un bilan qui est reconnu, qui est d'ailleurs rémunéré, peut-être pas assez, effectivement, mais en tout cas qui est reconnu, que le kinésithérapeute peut intervenir avec un petit peu plus d'indépendance et d'autonomie qu'il ne pouvait le faire précédemment. Diapo suivante. En 2015, rénovation, amélioration, modification du cadre de la formation initiale. Depuis l'arrêté et le décret de 2015, septembre 2015, la formation n'est plus de 2 ans, puis de 3 ans comme elle l'a été jusqu'à maintenant, mais est désormais une formation niveau master 300 ECTS reconnue, 5 années. 4 années en institut de formation en IFMK, de formation en masso-kinésithérapie, précédée d'une année de sélection à l'université, majoritairement sur ce que l'on appelait jusqu'à cette année la PACES, l'ancienne PACES. Et le dernier arrêté qui est paru intègre dans la nouvelle PACES, major santé et mineur santé, le recrutement des étudiants en kinésithérapie. Et là, c'est essentiel parce que le cadre de formation des kinésithérapeutes a complètement évolué. J'y reviendrai plus tard. Voilà, c'était la diapo précédente. Si vous pouviez revenir, ça, voilà. Et il est très important de noter 2 points essentiels. C'est que l'étudiant est formé au diagnostic kinésithérapie qui comprend un diagnostic différentiel, un diagnostic éducatif et un pronostic. Et dans le cadre de cette formation, voilà. Au sein d'une unité d'enseignement qui est l'unité d'enseignement numéro 30, l'étudiant donc, est amené à effectuer un diagnostic différentiel. Il doit connaître les drapeaux rouges de prise en charge en cas d'urgence ou de prise en charge non thérapeutique. Donc là, on est en train de mettre le curseur vraiment sur la prise en charge dans le cadre de l'urgence. C'est vraiment le thème de la soirée. Et il faut comprendre que depuis la première sortie de ces étudiants nouvelle formation au niveau master, c'est juin 2019. Les étudiants, donc les professionnels diplômés en juin 2019, sont parfaitement habilités à prendre en charge dans le cadre de l'urgence, notamment l'entorse de la cheville. Quid des autres professionnels, notamment ma génération? Eh bien, la formation, bien évidemment, continue, voire la reconnaissance d'une expérience de terrain. Diapo suivante. 2016, nouvelle évolution absolument essentielle, c'est la définition de la profession. Précédemment, la profession était définie comme étant la réalisation d'un acte, de 2 actes, le massage et la gymnastique médicale. Donc, c'est une définition d'un technicien. C'est terminé depuis janvier 2016. Désormais, la profession est définie par rapport à des missions, comme les professions médicales que sont les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes. J'ai fait le tour, effectivement, il y en a 3. Donc on est beaucoup plus dans une profession réflexive. Nous sommes encore des professionnels de terrain, nous devons être capables d'utiliser nos mains, mais la réflexion, le réflexif, le diagnostic est devenu beaucoup plus important dans la prise en charge du patient. Et en 2016, au sein de cette nouvelle définition,
a été introduit une dérogation à cette règle sacrée qui datait de 1946 et qui imposait à un kinésithérapeute de prendre en charge, dans le cadre thérapeutique bien évidemment, uniquement sur la prescription d'un médecin. Depuis janvier 2016, il y a une dérogation légale à une obligation qui était légale, seule la loi pouvant déroger à la loi. Et cette dérogation légale permet, dans le cadre de l'urgence et en l'absence d'un médecin, permet donc aux masseurs kinésithérapeutes d'accomplir les premiers actes de soins nécessaires en massokinésithérapie, bien sûr, dans son champ de compétences. Et bien évidemment, il lui est fait obligation de transmettre au médecin, qui est le médecin traitant, un compte-rendu de ces actes qui ont été accomplis. Donc, nous allons parler par la suite très rapidement des fameux protocoles auxquels vous avez fait référence en présentation, à mon introduction, à ma présentation. Mais il faut comprendre que depuis janvier 2016, il est parfaitement légal pour un kinésithérapeute de prendre en charge, dans le cadre de l'urgence et en l'absence d'un médecin, un patient dans son cabinet. Reste à définir ce qu'est l'urgence et ce qu'est l'absence d'un médecin. Je ne sais pas l'objet du débat de ce soir, mais l'ordre que je représente ce soir est sur le point de diffuser, de rendre public une recommandation de bonne pratique dans ce cadre-là. Oui, alors c'est donc depuis de janvier 2016, les interventions de mes confrères et consoeurs kinésithérapeutes du sport sur des terrains de sport en l'absence de médecins sont protégées. Avant, il y avait effectivement un risque juridique majeur, puisqu'ils intervenaient dans le cadre thérapeutique. Prenons le cas, bien évidemment, de l'entorse de la cheville sur un terrain de foot en l'absence d'un médecin. Ils intervenaient et ils n'étaient pas couverts, ils étaient même au-delà de leur prérogative légale. Depuis janvier 2016, c'est terminé. Et, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et s'appuyant sur cette évolution de la profession, devant la situation dramatique que vivent les services d'urgence sur le territoire français, notre ministre du tutelle, donc Madame Agnès Buzyn, a fait une annonce le 9 septembre dans le cadre du pacte de refondation des urgences et au sein de ces diverses mesures. Une mesure concerne directement les kinésithérapeutes et cette mesure vise à permettre aux patients de bénéficier d'un accès direct aux kinésithérapeutes sous protocole de coopération pour les entorses de la cheville et dans le cadre de la lombalgie aiguë. Ces protocoles devaient être publiés à la fin 2019, ils ne le sont pas. Je suis là pour vous rassurer, ils ne sont pas abandonnés, bien évidemment. Il y a un certain retard a été pris effectivement par les services, notamment par le ministère, mais je peux vous annoncer parfaitement officiellement que des protocoles ont déjà été proposés avant l'annonce de la ministre. Et c'est sur ces projets de protocole que le ministère compte s'adosser pour rendre public ces protocoles dans le cadre de l'urgence. Mais il faut bien comprendre qu'il va y avoir deux types de protocoles. Le fameux protocole dans le cadre de l'urgence qui vise à participer au désengorgement des urgences. Tu as parlé de 6 000 entorses journalières. Elles ne vont pas toutes aux urgences, mais c'est plusieurs milliers d'entorses tous les jours qui vont aux urgences. Et si on applique les fameux protocoles dont vous avez parlé, notamment à Ottawa, on peut largement affirmer qu'un grand nombre de ces entorses n'ont rien à faire aux urgences. Donc l'enjeu en matière de santé publique, il est là, c'est que le kinésithérapeute participe à ce désengorgement. Mais dans le cadre des protocoles de coopération que le gouvernement souhaite mettre en place sur les différents territoires, des régions ont déjà proposé, donc par le biais de leurs ARS, au ministère, des protocoles de coopération. Et c'est de cela dont je vais parler. Je ne vais pas trop détaillé, parce que je n'ai pas le droit de révéler. Nous n'avons pas été, nous, en tant qu'ordre, acteurs de ces protocoles. Ce sont des protocoles qui ont été proposés par des professionnels de terrain, donc des kinésithérapeutes, bien évidemment, avec des médecins. Je peux le dire quand même que les premiers protocoles que j'ai pu voir sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils s'appuient sur les critères d'Ottawa. Ils proposent des critères d'exclusion. Et là, je vais parler maintenant au conditionnel, parce qu'ils ont peut-être évolué depuis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre d'une coopération au sein d'un réseau de soins, dont je donnerai les noms sur la prochaine diapo, il sera possible pour le kinésithérapeute de recevoir directement le patient, de proposer finalement
un triage sous la forme de critères d'exclusion. Ça pourrait être l'âge du patient, c'est-à-dire que le kinésithérapeute pourrait prendre en charge des patients de plus de 18 ans ou de moins de 55 ans. Franchement, j'insiste, je reste au conditionnel. Tout cela, ça peut évoluer. Mais on peut imaginer que les protocoles qui apparaîtront très prochainement ressembleront de manière très proche à ce que je suis en train de vous présenter ce soir. Si c'est une entorse récidive, si c'est une récidive d'entorse, ce sera un critère d'exclusion. Une plaie avec une entorse, critère d'exclusion. Un accident du travail pour des problèmes médico-légaux, parce qu'il y a des déclarations d'accident du travail, ça sera aussi un critère d'exclusion. Bien évidemment, le refus du patient d'être pris en charge directement par le kiné, alors qu'il doit absolument voir son médecin, il faudra le respecter, un critère d'exclusion. Un polytraumatisme également, critère d'exclusion. S'il y a au moins un critère d'exclusion, le kinésithérapeute, dans ce type de protocole, aura obligation d'envoyer son patient vers son médecin. S'il n'y a pas de critère d'exclusion, alors le kinésithérapeute intervient, réalise son bilan diagnostique en s'appuyant sur les critères d'Ottawa, c'est ce qui est proposé dans ces protocoles. Si absence de critères d'Ottawa, donc de critères d'exclusion, on applique Ottawa. Si un élément du critère d'Ottawa est présent, le kinésithérapeute peut prescrire de l'imagerie médicale. Et si le retour est positif, enfin est négatif plutôt, s'il n'y a aucun signe radio, le kinésithérapeute peut prendre en charge. Dans le cadre d'une imagerie positive, il aura obligation, on reste sur la diapo précédente, de renvoyer chez le médecin. La diapo précédente. Et donc, si absence de critères d'Ottawa, il intervient. Pour intervenir, comme il n'y a pas de prescription médicale, il prescrit. Il peut s'auto-prescrire la rééducation, mais il peut prescrire à un confrère. Le projet prévoit de permettre la prescription d'un arrêt de travail, limité bien évidemment dans le temps. Je pense que ça n'ira pas au-delà de 3, 4, 5 jours maximum. La possibilité de prescrire. Alors, j'ai vu d'autres protocoles. Bon, certains souhaitent prescrire des anti-inflammatoires et des antalgiques. Ça peut être effectivement un vrai débat, après tout ce qu'on a pu entendre. Et enfin, je suis désolé, je suis obligé de regarder. Non, si vous pouviez revenir. Voilà, et dans le cadre de ce protocole, et uniquement dans ce cadre-là, le patient, parce que c'est une question qui revient souvent auprès de l'ordre, sera remboursé, sera pris en charge. L'enveloppe devant être issue soit de l'assurance maladie, soit de la ARS, soit un medley, un mélange des deux, à la fois assurance maladie et ARS. Diapo suivante. Et j'ai bientôt terminé. Les conditions pour mettre en œuvre, c'est effectivement d'agir en coopération avec des médecins. Donc il faut une signature à la fois au moins 2 médecins et au moins un kinésithérapeute. Il faudra exercer dans le cadre d'un pôle de santé libérale ambulatoire, PSLA, d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ou d'une CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé. Ça vise, vous l'avez compris, essentiellement, exclusivement d'ailleurs, le milieu libéral. C'est dommage, moi je le regrette, mais ça ne vise effectivement que la pratique libérale. Pour le professionnel, le kinésithérapeute, il y a absolument une obligation de se former ou de démontrer une compétence propre à la prise en charge en accès direct. Il ne sera pas question de permettre ce genre de protocole à des kinésithérapeutes qui ne peuvent pas démontrer une formation complémentaire à la formation initiale. Il faudra être joignable parce qu'il y a une coopération très proche entre le médecin et le kinésithérapeute. Et à tout moment, le médecin peut demander l'interruption de la prise en charge pour revoir le patient. C'est vraiment une coopération très, très, très intime. Et ça, il faut vraiment le rappeler. Ce n'est pas le kinésithérapeute qui prend en charge dans un cadre reconnu, seul dans son cabinet, sans faire de compte rendu au niveau du médecin. Ça n'est absolument pas envisageable. Et bien évidemment, il faut que tous les professionnels qui ont signé le protocole puissent accéder au système d'information qui permet de remplir la fiche suiveuse et qui permet au médecin de savoir où en est où en est son patient dans sa réadaptation, dans sa rééducation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'avantage les intérêts et l'avantage pour le patient, meilleure fluidité dans sa prise en charge, pas de recours aux urgences. On sait qu'une entorse de la cheville, en général, c'est absolument pas la priorité aux urgences. Et bien évidemment, le gros avantage par rapport à la dérogation de janvier 2016, c'est que dans ce cadre-là, le patient sera pris en charge. Alors que dans le cadre de la dérogation légale, il n'y a pas de dispositif conventionnel qui permettrait de prendre en charge le patient.
Diapo suivante et j'arrive au terme de mon intervention. En tout cas, je vous remercie en tout cas de votre... Voilà, il me semblait bien qu'il y en a... En l'absence de protocole, donc le kinésithérapeute peut quand même prendre en charge un patient, mais il n'est pas remboursé. Et j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Merci pour toutes ces précisions concernant l'avenir de notre profession. Il nous reste peu de temps. Je vous propose, je vais vous poser à chacun une question et vous allez prendre à peu près 1 minute pour y répondre. J'ai sélectionné les questions et maintenant il en manquera bien sûr. Alors Grégory, tiens, je vais commencer par toi. Tu nous parles du froid, mais on a eu écho aussi du chaud. On en est où par rapport à cette entorse de l'utilisation de chaud? Alors, à nouveau, concernant les pathologies ligamentaires, on a très peu de littérature de bonne qualité en ce qui concerne la HIIT-thérapie, donc la thérapie par le chaud. Ce que l'on sait par contre en ce qui concerne la lésion musculaire, à nouveau sur des modèles qui sont dérivés du rat, à nouveau par l'intermédiaire d'études dont les études du professeur Chazot, on sait à l'heure actuelle que la mise en place d'une HIIT-thérapie, donc d'une thérapie par le chaud précoce sur les lésions musculaires, favorise la cinétique des macrophages, favorise également les facteurs de transcription MyoD et myogénine, améliore le contenu protéique. En tout cas, la thérapie par le chaud a de réels intérêts dans la phase précoce. On a peu de littérature de bonne qualité sur les lésions ligamentaires, mais on sait qu'à nouveau, les process dans la phase pro-inflammatoire sont similaires sur toutes les lésions du corps humain. Donc on peut supposer qu'il y aurait un intérêt à la mise en place de la HIIT-thérapie de façon précoce. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la réaction de l'œdème par rapport à cette HIIT-thérapie précoce. Donc ce qu'on préfère, c'est ne rien mettre dans cette phase vraiment aiguë, et ensuite privilégier la thérapie par le chaud dès que la phase inflammatoire est passée. Je reviens juste sur cette histoire de froid. Je pense que la première question, c'est de se dire pourquoi on met le froid. Et moi, en aigu, je suis sur le terrain. Pourquoi je mets le froid? Pour 2 choses. Pour son côté antalgique et pour son côté vasoconstricteur. Et moi, ça, c'est 2 plaies qui m'embêtent. Parce que j'entends effectivement les physiologistes qui étudient les rats en disant il va y avoir des problèmes de macrophages. Mais moi, j'entends aussi le patient qui a mal. Et je lui proposais quoi? Alors effectivement, je peux lui proposer du Doliprane, mais aussi je sais que ce qui sera très très efficace en aigu, je suis vraiment dans les premières heures, parce que je pense effectivement la réflexion est à mener 24-48 heures, où là effectivement on peut se poser la question. Mais initialement, moi je reste plutôt fan du froid pour ces raisons-là. Et puis l'autre chose qui nous embête, mais tout le temps, enfin, tu connais bien ça au niveau musculaire, c'est qu'il y a du sang et un œdème. C'est une plaie pour nous, ça nous fait perdre du temps. Je pense aussi qu'en ligamentaire, ce qui est sans doute pas vrai au niveau musculaire, mais en ligamentaire, on a la chance d'avoir les ligaments, les artères, les veines sous la peau, donc ils vont être très sensibles au froid. Avec l'effet vasoconstricteur, je pense qu'on gagne du temps. Bon, alors vous n'êtes pas tout à fait d'accord peut-être à la fois sur le froid et sur le chaud, mais vous êtes d'accord en tout cas, sur la précocité de prise en charge. Mais en fait, ça veut dire quoi la précocité? À partir de quand devons-nous prendre en charge une entorse de cheville? Moi, je pense qu'il faut débuter tout de suite. Moi, ce que je préconiserais, ou en tout cas c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va dire entre le traumatisme et le 2e jour, ça va être finalement lors du bilan. Lors du bilan radiologique, IRM, échographie, on va prendre son temps. Pendant ce temps-là, effectivement, le patient, je m'arrange pour qu'il n'ait pas trop mal. Je ne vais pas prendre de risque, on va le mettre protégé avec des béquilles. Et puis au bout de 2 jours, je vais faire le bilan. Ce bilan, ça va nous aider à effectivement enlever tous les warnings et surtout d'aider le kiné en disant, tiens, il y a telle lésion, il y a tel arrachement osseux, il y a un rétinoculum qui n'est pas très très joli, attention dans ce que tu vas travailler. Et puis, vers le 5e jour, on va faire le bilan d'évaluation. Et finalement, le nombre de fois où on est une entorse de cheville avec une patate énorme, on se dit, oh là là, on est parti sur pour 4 ou 6 semaines. Et puis non, vers le 5e jour, on se rend compte que la personne est capable de marcher. Donc vraiment, le 5e jour, on va être capable d'évaluer. S'il n'y a pas trop de pression médiatique, moi, personnellement, effectivement, je vais commencer à m'exprimer sur une date de retour à partir du 5e jour, pas avant. Avant, je sais que j'aurais l'air ridicule dans un sens ou dans l'autre. Et puis, pendant ce temps-là, on va commencer, surtout si on a une bonne imagerie, on va pouvoir faire des choses. On va pouvoir commencer très rapidement à travailler les muscles intrinsèques du pied, par exemple. On va pouvoir travailler dans la règle de douleur sur l'isométrie. On va pouvoir travailler, effectivement, pour chasser l'œdème, pour comprimer cette cheville. Et puis, tout ça, évidemment, on va s'enchevêtrer, puis on va commencer effectivement un vrai travail sur les stabilisateurs, un vrai travail de proprioception pour arriver comme ça à la fin et un retour sur le terrain. Bon, je crois que j'ai réussi à vous mettre d'accord.
On a fait la rééducation associée à la médecine. Et à un moment, il y a cette éternelle question, devons-nous à nouveau contrôler les lésions à distance à travers l'imagerie? Je me permets de te poser cette question, Jérôme. Rapidement, pour la population générale, non, si l'évolution clinique est dans ce à quoi on s'attend. S'il y a une discordance, eh bien là, on y va. La question se pose autrement pour le sportif professionnel ou le sportif de haut niveau, chez qui on essaie toujours de gagner du temps. Et là, effectivement, on peut être tenté d'essayer de gratter des jours, des semaines. Et c'est uniquement dans cet objectif qu'on va recontrôler. Mais sinon, les protocoles sont bien établis, le diagnostic initial suffit. Très bien, merci. Dernière question en 30 secondes, Jean-François, si tu veux bien. Sur le plan pratique, comment les patients vont être remboursés en cas de prise en charge en première attention par les kinésithérapeutes? Je crois que tu l'as déjà partie précisé. À ce jour, si tu ils peux ne sont à pas nouveau... remboursés. À ce jour, ils ne sont pas remboursés. Très prochainement, dans le cadre des protocoles, ils pourront l'être. Très bien. Merci en tout cas pour vos diverses interventions extrêmement précises. Il y a d'autres questions, on y répondra un petit peu plus tard. Je sais que certains d'entre vous ont quelques soucis techniques, c'est comme ça, mais soyez rassurés puisque vous pouvez avoir accès au replay concernant ce webinaire. Concernant l'actualité à venir, sachez qu'il y aura un autre webinaire le 22 avril dont le sujet sera le ligament croisé, sujet tout autant passionnant. En tout cas, je vous remercie à tous et merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.